Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de votre programme Décryptage qui reçoit aujourd'hui Henri Monceau, directeur de la francophonie économique et numérique. Avec lui, nous parlerons du Forum économique de la francophonie Djerba 2022, des stratégies de développement de l'Afrique francophone et de l'impact des missions économiques de l'Organisation internationale de la francophonie au niveau des échanges intrafrancophones. Henri Monceau, directeur de la francophonie économique et numérique, bienvenue sur Africa 24. Vous avez récemment pris part au Forum économique de la francophonie qui s'est tenu du 20 au 21 novembre 2022 à Djerba en Tunisie sous le thème « Pour une croissance partagée dans l'espace francophone ». Que vous inspire ce thème? Je crois qu'il évoque une nécessité absolue. Nous vivons une époque où les chaînes de valeur ont subi un impact extrêmement important du fait de crises successives. La crise de 2008 déjà qui a transformé les économies mondiales, la crise de la Covid bien entendu, et puis aujourd'hui une situation sécuritaire notamment en Europe orientale, qui entraîne cette reconfiguration des chaînes de valeur. Et il est absolument étonnant de constater qu'il est plus facile aujourd'hui de faire du commerce entre certains pays francophones du Nord et l'Extrême-Orient, la Chine par exemple, qu'entre ces mêmes pays et l'Afrique, qui sont pourtant, je dirais, leurs alliés et leurs partenaires naturels. Et donc, oui, il faut une croissance partagée à travers des échanges plus importants, à travers des conditions plus favorables pour ces échanges, qu'il s'agisse de conditions matérielles comme les couloirs de circulation des biens et des personnes, mais aussi à travers une stimulation donc de l'environnement économique pour favoriser les échanges économiques et commerciaux entre pays francophones. Donc une croissance partagée en effet. De manière concrète, comment ce forum qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie économique pour la francophonie 2020-2025 va-t-il contribuer au développement des échanges entre l'Afrique et le reste du monde francophone? Les forums, les conférences, ce genre de manifestations sont des rendez-vous importants parce qu'ils permettent aux acteurs de se rencontrer et tout se fait évidemment à travers le réseau. La création de réseaux, le développement de réseaux, l'échange, la façon dont les gens, les gens d'affaires en l'occurrence, peuvent très concrètement bâtir des projets. C'est là où c'est important. Mais c'est un élément parmi d'autres. On ne peut pas s'en tenir uniquement au forum ou à ce type de manifestation. Il faut aussi s'appuyer sur des outils comme aujourd'hui les missions économiques et commerciales, comme la mise en place de grands réseaux, comme l'Alliance des patronats francophones par exemple, qui a vu le jour il y a quelques mois ici même en Tunisie et qui aujourd'hui compte 30 organisations patronales, les organisations patronales de 30 pays, qui représentent 10 millions d'entreprises dans l'espace francophone. Il y a d'autres réseaux, il y a les chambres de commerce à travers la commission permanente des chambres consulaires pour l'Afrique et la francophonie. Vous avez le réseau des agences d'investissement présent également aujourd'hui à Djerba. Bref, tous ces acteurs-là sont ceux qui font la francophonie économique, sont ceux qui font circuler la sève dans ces canaux que nous ambitionnons de construire et de renforcer dans l'espace francophone. Le numérique, la question des jeunes et la place de la femme constituaient les principales thématiques abordées lors du 18e sommet de la francophonie. Quelles sont les raisons qui justifient le choix de ces thématiques ? Peut-être avant d'en venir directement à votre question, vous avez dit qu'elles étaient au centre du sommet, ce qui est parfaitement exact, mais elles étaient au centre du sommet d'une manière tout à fait inédite et qui était extrêmement appréciable, c'est-à-dire qu'elles ont fait l'objet de discussions spontanées et nourries entre les chefs d'État et de gouvernement. Nous étions dans une formule, et notre secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, l'avait voulu ainsi, dans une formule où on s'abstenait de tout formalisme, où ce n'était pas des chefs d'État qui lisaient un discours l'un après l'autre, c'était vraiment des ateliers, des tables rondes
animés par les chefs d'État eux-mêmes, avec leurs pairs, et où chacun s'engageait, je dirais presque en tant que personne, pour avoir été le rapporteur d'une de ces tables rondes. Je peux vous dire que là, j'entendais Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire ou Monsieur le Président du Sénégal s'exprimer vraiment avec ses tripes, avec toute son intelligence et toutes ses connaissances, directement avec ses pairs, et c'était très riche. Et pourquoi ces thèmes de la jeunesse, des femmes et du numérique? Parce que ce sont les thèmes les plus essentiels aujourd'hui pour la francophonie. Les jeunes d'abord, l'âge médian en francophonie, il est inférieur à 20 ans. Dans certaines zones de l'espace francophone, je pense par exemple au Sahel, à la bande sahélienne, nous sommes à un âge médian qui est inférieur à 16 ans. La moitié de la population a moins de 16 ans. Jusqu'à 80% de la population peut avoir moins de 30 ans, de 35 ans. Donc vous imaginez l'ampleur du défi. On ne parle pas d'une politique occupationnelle, d'une politique secondaire. On parle de l'enjeu le plus important de l'Afrique. Comment former ces jeunes? Comment leur donner du travail? Comment les insérer dans la société? Ça, c'est absolument crucial. Les femmes, parce que comme enjeu, par rapport notamment à cette question de la jeunesse, il y a une préoccupation spécifique, il y a une asymétrie. Les femmes sont discriminées le plus souvent encore aujourd'hui. Et nous avons besoin de ces talents. L'Afrique est le seul continent dont la majorité des entrepreneurs sont des entrepreneurs, sont des femmes, mais souvent dans des entreprises qui sont très petites, qui sont informelles. Il faut trouver des solutions pour aller plus loin par rapport à ces politiques qui sont déjà menées au sein de la francophonie. Et le numérique, parce que le numérique, c'est le canal qui permet de surmonter beaucoup d'obstacles. C'est aujourd'hui la réalité nouvelle dans laquelle le monde entier est entré, et l'Afrique en particulier a un rôle très important à jouer. C'est le continent le moins connecté, donc il y a un effort à faire sur la connectivité, mais c'est aussi le continent qui a le plus grand potentiel de créativité et qui peut probablement demain créer le nouvel Internet. Nous y comptons beaucoup, c'est la raison pour laquelle la francophonie, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a développé ce programme Déclic, qui est un programme qui forme les jeunes au numérique pour que la proposition de valeur de demain, les réseaux sociaux de demain, les Facebook, les Google, les Twitter de demain soient africains et soient liés à des réalités, à des besoins qui sont spécifiques au continent. Plusieurs acteurs économiques de l'espace francophone appellent à la création d'une communauté économique francophone. Pourtant, le sujet n'a véritablement pas fait l'objet des échanges et des travaux du 18e sommet de la francophonie. Quelle appréciation faites-vous de la création de cet espace économique? Sur la forme d'abord, j'abonde dans votre sens. C'est une demande qui vient du terrain, qui vient des entrepreneurs, qui vient des acteurs économiques, qui vient des réseaux économiques aujourd'hui. C'est formidable. On voit bien que c'est eux qui prennent la mesure pleine et entière du potentiel gigantesque qu'il y a à faire des affaires en francophonie, à nouer davantage de coopération économique. Ensuite, sur le fond, c'est une belle perspective. Mais c'est une perspective qui est réalisable à travers des actions concrètes. Et aujourd'hui, la francophonie s'implique dans ces actions concrètes. La première condition pour que cela puisse se réaliser, c'est que l'Afrique bénéficie vraiment d'une zone de libre-échange à son échelle. Et la ZLECAf a été créée, elle est en train de se développer. Il y a beaucoup de chantiers extrêmement importants, extrêmement pertinents qui sont aujourd'hui en cours. Et nous comptons beaucoup sur ce vecteur pour demain conclure des accords économiques avec l'Union européenne, avec l'ALENA, avec l'ASEAN ou bien avec certains pays spécifiquement, le Canada par exemple. Donc ça, c'est une condition qui est indispensable, mais elle n'est pas la seule. Il faut aussi qu'il y ait une vraie libre circulation des personnes. Vous le savez, nous avons, avec l'Alliance des patronats francophones, lancé ce chantier des visas d'affaires afin de permettre aux gens d'affaires, aux hommes et aux femmes d'affaires, de pouvoir se déplacer avec beaucoup plus de facilité dans l'espace francophone. Là aussi, il y a une grande asymétrie. Il est facile
pour des entrepreneurs, pour des gens d'affaires venant du Nord, venant de l'Europe ou du Canada, de circuler en Afrique francophone. Il est beaucoup plus difficile pour des entrepreneurs africains de faire la même chose. Il faut absolument mettre fin à cette discrimination et il faut trouver des canaux qui facilitent la libre circulation. Sinon, on ne peut pas construire de la coopération économique. C'est pour ça qu'avec l'Alliance, nous avons proposé aux États et au gouvernement de pouvoir lancer une expérience pilote qui permettra au patronat de 30 pays de sélectionner des hommes et des femmes d'affaires pour que leur soient donnés des visas d'affaires. Et nous espérons que si cette expérience fonctionne bien, et nous sommes convaincus qu'elle va fonctionner, nous espérons pouvoir porter ça à l'échelle rapidement. Et la troisième condition, qui elle est un défi beaucoup plus grand encore, c'est la question des corridors de circulation des marchandises, des biens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'obstacles, des obstacles physiques, des obstacles juridiques, des barrières douanières, mais des barrières non tarifaires aussi, qu'il faut pouvoir lever. C'est un grand chantier. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, mais nous devons y arriver ensemble parce que c'est un problème sociétal. Ce n'est pas juste une question économique. Aujourd'hui, vous avez 1,5 milliard de Chinois qui vivent du fait des délocalisations de l'industrie européenne. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de coopération entre l'Europe et l'Afrique ? Pourquoi ? Alors que tout l'impose, notamment le grand défi climatique qui vient encore d'animer les débats à Sharm el-Sheikh pour la COP. Vous avez la nécessité de raccourcir les chaînes de valeur et de faire en sorte que nous puissions être plus efficaces. Il doit donc y avoir un lien entre l'Afrique et notamment l'Afrique francophone, l'Europe francophone, le Canada, qui permettent de faire plus, de faire mieux dans ces domaines. La question de la défiance sociale était également au cœur des échanges du sommet de la francophonie à Durban. L'Afrique, avec 30 pays membres de l'OIF et 60% de la population francophone mondiale, est en proie à plusieurs crises sociales et politiques. Quelle est la stratégie de l'Organisation internationale de la francophonie pour accompagner les États africains francophones à la création d'un écosystème pacifique et favorable au développement durable ? Vous avez raison de rappeler que la question de l'environnement et du climat politique et sociétal de manière générale est fondamentale par rapport à la possibilité de faire affaire. Et donc les deux éléments sont liés. Si la prospérité économique est au rendez-vous, vous avez plus de possibilités aussi de créer du bien-être pour une société, donc de l'apaiser. Mais de la même manière, s'il y a des éléments qui aujourd'hui instille le doute, crée finalement de l'agitation ou du déséquilibre politique dans les pays, il est beaucoup plus complexe de recréer ce cercle vertueux avec le lien économique. Donc ces enjeux sont liés et ce que vous évoquez quand vous parlez de défiance, qui n'est pas propre à l'Afrique, vous avez ce phénomène des populismes qui est très présent aujourd'hui également en Occident. Une bonne partie du problème est liée vraiment à cette question de l'irruption du numérique qui a de très bons côtés, qui est une révolution fondamentale pour permettre plus de bien-être, mais qui aussi, il est vrai, a donné à travers les réseaux sociaux la possibilité parfois de très petits groupes, à parfois quelques personnes, une personne, d'instiller de fausses informations, de lancer ce que nous appelons les infox, donc de déstabiliser des sociétés entières. Il y a un enjeu qui est fondamental, qui a été abordé donc à l'occasion de ce sommet sur le numérique, mais aussi à travers ce huis clos qu'ont eu les chefs d'État et de gouvernement à propos de la défiance citoyenne. Revenons sur les missions économiques de la francophonie organisées du 6 au 13 juillet 2022 en Afrique centrale, où une trentaine d'accords ont été signés entre les différents participants. 6 mois plus tard, où en êtes-vous avec ces deals? Ont-ils été actés ou mis en œuvre? Vous évoquez une trentaine de deals qui ont été signés en faisant référence à la mission qui s'est effectuée au Rwanda et au Gabon. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons recensé plus du double de ces accords,
puisque nous avons connaissance de plus de 60 deals. En réalité, il y en a probablement plus. J'ai appris il y a 3 jours encore de la part d'une entrepreneur du Rwanda qu'elle avait signé 5 contrats que jusque-là, nous ne connaissions pas. Donc oui, beaucoup de contrats. Le suivi, malheureusement, nous n'avons pas encore l'outil qui nous permet de le faire de bonne manière. Nous l'aurons au début de l'année prochaine. Nous mettons en place une plateforme qui va rester constante pour la participation aux missions, qui permettra donc aux entrepreneurs de rester en contact entre eux et de s'informer, donc de nous informer également des accords qu'ils signent et de la manière dont ces accords se mettent en œuvre. Donc tout ça, on le crée progressivement. Ce qui est surtout très important, je crois, c'est de montrer qu'à travers ces missions économiques et commerciales, on a en effet concrétisé cette attente qu'il y avait de la part des entrepreneurs de pouvoir exploiter le potentiel formidable d'échanges économiques au sein de l'espace francophone. Vous savez, moi-même, quand nous avons lancé cette idée des missions économiques et commerciales et que la secrétaire générale m'a dit « mais j'attends qu'il y ait des deals signés à la fin des missions », moi-même, j'étais un peu inquiet de ces espoirs et je lui ai dit, mais vous savez, Madame la secrétaire générale, ça prend du temps de créer la confiance, de permettre aux entrepreneurs d'être dans un climat qui va faire en sorte que les deals existent. Et j'ai été le premier surpris de voir que dès la première mission en Asie du Sud-Est, eh bien non, les entrepreneurs étaient prêts à passer à l'action, à signer des deals. Ça a été encore plus important lors de la mission en Afrique centrale. Après la mission en Asie, plusieurs acteurs institutionnels qui avaient participé à la mission ont eux-mêmes réorganisé des missions pour leur pays au Cambodge et au Vietnam. La Côte d'Ivoire, par exemple, a relancé une mission avec toutes les chambres de commerce et des entrepreneurs venant de tous les coins de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ces missions génèrent des interactions en nombre incalculable, je pense, en tout cas pas encore calculé par nous, au sein de toutes ces régions de l'Afrique. C'est très important. Au sujet de ces missions économiques, quelle est la prochaine étape et quelles en seraient les innovations ? Alors nous nous sentons vraiment confortés dans cette initiative. Nous voyons aujourd'hui qu'elle est un levier important qui donne beaucoup d'idées à beaucoup d'acteurs. C'est ça qui est surtout pour nous un facteur de motivation, puisque nous avons pu nous apercevoir par exemple que les missions que nous avions organisées ont donné lieu à leur tour à d'autres missions. Elles font des bébés en quelque sorte et on voit les agences d'investissement, on voit les chambres de commerce à leur tour entreprendre des missions là où nous avons ouvert la voie. Nous en sommes très heureux. Donc on veut aller plus loin, on veut faire plus fort encore. Dès le mois de février prochain, nous aurons un forum économique en Afrique du Nord, en Égypte et au Maroc, au Caire et à Casablanca, qui va permettre de mobiliser beaucoup d'acteurs de la zone de l'Afrique du Nord, mais aussi des acteurs d'autres pays qui participeront aux missions économiques à proprement parler. En marge de ce forum économique à Casablanca, nous aurons également un premier atelier sur la sécurisation des transactions financières. Vous savez que quand on est entrepreneur, que l'on essaie de construire des relations commerciales avec d'autres pays, la question des transactions financières est essentielle. Donc nous allons mettre autour de la table également les banques, les institutions financières internationales pour nous assurer que progressivement nous allons pouvoir, dans les différentes zones concernées, garantir cette sécurisation. Et ces ateliers se poursuivront dans d'autres régions pendant 2 ans jusqu'à avoir une grande synthèse pour l'ensemble de l'espace francophone. Les missions commerciales à proprement parler maintenant. En juin, la Grèce et le Liban. Très important, nous aurons toujours là dans le pourtour méditerranéen, après Djerba, après Casablanca et le Caire, nous aurons Beyrouth et nous aurons Athènes, première mission commerciale qui touchera également donc au Moyen-Orient et à l'Europe. Et nous aurons à l'automne une mission au Canada, en Amérique du Nord, à Montréal et à Toronto, donc le Québec et l'Ontario.
Henri Monceau, directeur de la francophonie économique et numérique, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn.